Chers amis juristoristes, bonjour. Et oui, j'ai un tout petit peu de retard si on considère que c'est censé être la vidéo de novembre. Les plus fins limiers d'entre vous auront remarqué quelques changements de décor en arrière-plan, et pour cause, j'ai refabriqué l'intégralité de mon bureau, et j'en ai profité pour refaire l'intégralité de mon setup son, à savoir le changement de carte son que vous voyez pas la blanche au-dessous la grise, et un changement de micro, que vous ne voyez pas parce qu'il est hors champ. Et tous ces petits changements, eh bien, sont la cause de ces retards, notamment. Laissez-moi vous conter cette petite mésaventure. Un beau mardi du mois de novembre, j'ai décidé de renouveler un peu mon espace de travail. Ça s'est accompagné d'un changement de carte son, l'autre devenait un peu obsolète pour ce que je faisais, et du coup j'ai traité directement avec le fabricant, qui est un fabricant européen de matériel son de très bonne qualité, qui s'appelle Antelope Audio. J'ai traité directement avec lui, et il m'a fait partir son produit depuis l'endroit où il les fabrique, à savoir Sofia, en Bulgarie. Il m'a envoyé ça le jeudi, et là le transporteur m'a annoncé une date de livraison pour le lundi. Alors, sur le coup, je me suis dit, Sofia, Limoges, bon, dans le meilleur des cas, il y a 2500 km, sur la voie normale, il y a 2700 km, un camion avec les étapes, les entrepôts, tout ça. Lundi, moi, j'y crois pas. Seulement voilà, on a inventé des trucs qui s'appellent des avions. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Donc les deux colis sont partis de Sofia, donc deux colis, le micro et la carte son, parce que c'est le même fabricant. Les deux colis sont partis de Sofia le jeudi soir. Le vendredi matin, ils étaient à Budapest, donc en Hongrie. Et arrivés le samedi matin, ils étaient à Bruxelles. À Bruxelles le samedi, je me suis dit, le colis est livré le lundi, c'est crédible. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon ancien matériel en vente. Donc une personne m'a contacté assez rapidement, elle me dit « Ah, je pourrais être là le mardi soir », je me suis dit « Bon, ça arrive lundi, le temps que je me fasse la main. Mardi, ça me laisse un peu de temps, y a pas trop de soucis. » J'accepte le deal. Le samedi soir, les colis sont arrivés à Paris, ce qui somme toute est plutôt cool. Le lundi, très tôt dans la nuit, ils partirent de la capitale. Et enfin, le lundi, en fin de matinée, ils arrivèrent à Paris. Bon, soit, c'est pas très grave, j'imagine qu'il y a des raisons qui ont fait qu'ils ont dû être bougés d'un entrepôt à un autre, peut-être de l'aéroport à un entrepôt pour les camions, je pense, j'imagine. Le lendemain, en début de matinée, mes colis repartent de Paris. Je fais ma petite journée, j'avais pas mal de choses à faire et pas mal de boulot. En début de soirée, je cède mon ancien matériel comme convenu, et en rentrant chez moi, je fais un petit check de mon numéro de suivi. Donc, je vais regarder, et là, je vois qu'à 21h30, les colis sont arrivés à Paris. Vous parlez quoi, sérieux? Bref, le lendemain, les colis repartent. Le soir, il y en a un qui arrive à Bordeaux, et l'autre arrive, mais à Paris. Allô? Le lendemain, un colis est livré. Évidemment, c'est le micro, parce que c'est vraiment pratique un micro pour pouvoir enregistrer quand t'as aucune interface à mettre entre les deux. Bref, pour me calmer, j'ai décidé de partir me balader un petit peu en forêt. Et là, il y a un mec qui me fait Coucou, tu veux voir mon portail magique? Là, j'ai fait Je te montre. Waouh, c'est chelou quand même. Donc là, il m'emmène dans les bois, et là, il baisse son pantalon. Et paf, un portail magique apparaît. Bon, moi, du coup, avec un peu d'hésitation, je le prends quand même. Et là, je me retrouve dans une pièce avec des portes, et il se passe des choses bizarres. Donc, bref, j'en prends une, et là, elle m'amène dans un couloir avec plein de portes. Et il semblait y avoir des choses un peu bizarres, comme des sortes d'hôtels rituels un peu sataniques. Et du coup... Ça, ou sinon tu peux juste te dire que t'as eu la flemme, hein. Ah, ce serait quand même un petit peu criminel de dire ça, non? Criminel, on va traiter d'histoire du droit pénal... Non? Allez, on est parti, et bienvenue dans cet épisode qui traite de la genèse de la matière de droit public préférée des étudiants. J'ai nommé le droit pénal. Il a dit droit public. Non? Pour commencer, il va nous falloir remonter très loin en arrière. Il va falloir remonter aux origines de tout. Les racines du droit pénal prennent leur source dans les temps anciens, à une époque où l'homme était encore dominé
par une part de sa nature sauvage. En ces temps reculés, point d'institution pour trancher les litiges. Pour les groupes sociaux existants, il n'y avait qu'une seule solution, la colère et la violence. La réponse à une agression subie par une personne ou par un groupe social ne pouvait signifier qu'une seule chose, la vengeance. Cette vengeance devait s'abattre sur l'agresseur ou sur son groupe social. Vengeance devenant à son tour une nouvelle agression, une nouvelle violence. Cette violence appelait alors une autre vengeance, et à chaque étape, chaque coup en appelait un nouveau. Les individus se retrouvaient alors pris dans un cycle de vengeance privée éternelle. Et pour peu qu'une réponse dépasse la proportionnalité, alors la violence ne faisait que croître, jusqu'à un point de non-retour, où le seul sentiment qui remplit le cœur des hommes est la haine. Toutefois, ce cycle infernal de vengeance, de je te tape, tu me tapes, et puis en passant, je cogne mamie, du coup je fais tomber mamie, du coup tu vas faire tomber mamie, mais du coup mamie elle meurt, alors du coup sur le chemin, je bouscule un peu une petite fille aussi qui tombe dans un ruisseau, bref. Ce cycle infernal de vengeance, il est théorique. Déjà, il faut de temps en temps miser sur l'intelligence des individus, mais aussi des groupes sociaux, pour éviter de somber dans de tels extrêmes. De toute façon, un groupe social, pour survivre, il n'a pas non plus énormément d'autres choix que de juguler, ou du moins réguler la violence qu'il connaît, ou bien qu'il engendre ou qu'il subit. Alors ça va passer par différents mécanismes. Ces mécanismes, ils vont être dans un premier temps des mécanismes coutumiers. Ça va être par exemple un délai de prescription, c'est-à-dire un temps pendant lequel on va estimer que la violence est légitime. Et passé ce délai, eh bien toute violence, même si on en a subi, perdra tout son caractère, on va dire, légal, avec des gros guillemets, légitime. De plus, lorsqu'on va subir une violence venant d'une vengeance, on va considérer que cette vengeance-là, justement, elle-même n'est pas susceptible de réponse. Donc, prescription et impossibilité de répondre à la vengeance. Pour les cas les moins graves, et c'était notamment le cas dans la Rome primitive, on va considérer qu'une agression engendre un appauvrissement de la victime. Et donc, pour réparer le dommage qui a été causé, il va falloir adresser à la victime une composition pécuniaire. La composition pécuniaire, elle va être désignée par le terme latin pena, pena qui en dérivant nous donnera le mot pénal. Quand une société en arrive à ce stade d'évolution, dès lors la vengeance est jugulée. On en arrive au principe d'équivalence. C'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Lorsque le droit pénal public va se développer, l'État, ou du moins l'organisation étatique, va chercher à juguler, limiter les comportements qui sont jugés comme antisociaux. Dans les cas les plus graves, on va alors considérer que c'est bien la société en elle-même qui a subi une blessure fondamentale. Et comme c'est la société qui a subi une blessure fondamentale, alors c'est la société elle-même qui va chercher à se venger. Pourquoi est-ce que c'est la société qui va se venger? Parce que là, ce ne sont pas des individus qui sont touchés, mais c'est bien l'ordre public. À partir de là, le droit pénal cesse d'être de droit privé, il devient de droit public, et la sanction devient donc publique. Un des exemples de peine publique qui va parler à tout le monde, c'est bien évidemment celui de la mise à mort, de la peine de mort. C'est un rite qui a une double fonction, c'est un rite expiatoire, la personne va expier ses fautes par le supplice qu'elle va subir, par la douleur qu'elle va subir, et en même temps c'est un rite d'exclusion. Par là même, on va exclure la personne de la société des hommes. Et du coup, on l'exclut aussi un peu de sa vie. C'est également lors du passage au droit pénal public que va s'opérer une nouvelle distinction. Cette distinction, elle est d'ordre procédural. Dans les cas les plus graves, c'est l'organe judiciaire, politico-judiciaire, qui va se saisir de l'affaire et qui va entamer les poursuites. On parle dans ce cas-là d'une procédure inquisitoire. Pour les cas les moins graves, on va considérer que c'est aux personnes d'amener la connaissance de l'affaire auprès des institutions judiciaires. Et donc là, c'est un mécanisme qui va reposer sur le mécanisme de la plainte, c'est la procédure accusatoire. En plus de ces deux procédures, inquisitoire d'un côté, accusatoire de l'autre, on va considérer à certains moments que l'action de l'État
est un peu l'action ultime, un peu le dernier recours. Ce qui laisse donc place à une autre forme de procédure, c'est la conciliation. Théoriquement, quand on parle d'action pénale, cela doit déboucher à un moment donné sur un châtiment. Du moment où on accepte de ne plus passer par cette action publique, on va passer donc par voie privée, par voie conciliatoire. Dès lors, non seulement on renonce à l'action publique, mais en plus, on renonce à la vengeance privée. Et donc, vous l'aurez compris, dans ces cas-là, c'est à nouveau la notion de compensation financière qui va prendre le pas sur le reste. Alors, cette compensation financière, la tarification, elle varie évidemment selon les civilisations, et elle peut être une nouvelle fois prévue ou par la loi, ou par la coutume. Alors c'est le cas notamment dans la loi des 12 tables, mais c'est également le cas si on prend une loi germanique comme la loi salique, où certaines tarifications sont opérées selon de quelle origine on est, et selon de quelle origine est la personne qui a subi le dégât. Là aussi dans la conciliation, attention, il y a deux distinctions à faire qui ne sont pas du tout les mêmes. Si on passe par une négociation directe entre les individus, on va parler de transaction. Si c'est un tiers qui intervient, alors on va parler d'arbitrage. Alors vous allez me dire, la finalité est la même, c'est un accord de conciliation entre les individus. Oui, mais techniquement, c'est pas tout à fait la même chose. La transaction, c'est un contrat entre des individus. L'arbitrage, c'est un jugement. L'arbitre ou les arbitres vont être des tiers nommés par les parties, et leurs décisions rendues, qui seront donc de droit privé, auront une force de jugement. En somme, les parties devront s'y conformer. Il n'y aura pas d'action possible derrière. Après, que ce soit la transaction ou l'arbitrage, c'est des choses que l'on peut retrouver encore aujourd'hui dans notre société, et c'est ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des conflits. Évidemment, la matière pénale n'est pas une matière qui est fixe. Et de toute façon, dès la Rome primitive, on a très tôt fait la distinction entre les atteintes privées et les atteintes publiques. Dans un premier temps, les atteintes à la collectivité vont être essentiellement des atteintes qui sont à la fois politiques et religieuses, ou politiques ou religieuses. Et ce sont ces atteintes qui feront donc l'objet d'une condamnation publique. Cette distinction, elle va se continuer à s'opérer durant la République, où on va, de manière théorique, faire une distinction entre la procédure en matière civile et la procédure en matière pénale. Au début de l'Empire, on va faire une distinction entre l'ordre des procès privés et l'ordre des procès publics. Ce droit pénal, tant sur la forme que sur le fond, a connu de grandes variations au cours des âges, et ça surtout au gré de l'efficacité de l'action publique. À Rome du début de la République, le juge pénal est un magistrat qui détient une autorité supérieure. Ce magistrat détient l'imperium. Et déjà à cette époque, on va faire une distinction procédurale entre citoyens d'un côté et non-citoyens de l'autre. 150 ans avant notre ère, on va voir apparaître les jurys criminels, et les institutions vont continuer à évoluer au fur et à mesure de l'évolution de la société. Il en va de même pour les crimes, délits et infractions réprimées. Je vais d'ailleurs vous faire ici une petite précision qui vaut quasiment jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, voire même peut-être un petit peu après. Sémantiquement, il n'y a aucune différence dans ces trois termes. On parle indifféremment de crimes, délits, infractions pour, on va dire, qualifier un acte de délinquance. Mais il n'y a pas de distinction à faire comme l'on fait aujourd'hui. Les notions, elles vont évoluer au fur et à mesure du temps, et si on prend certaines notions, comme la complicité ou comme la tentative, ça ne fait pas forcément sens en droit romain. En fait, ce qu'on va considérer, c'est essentiellement le résultat matériel de l'infraction. Par exemple, si vous faites une tentative de vol à Rome, et que vous essayez de voler quelque chose sur un étal, mais que non seulement vous ratez et qu'en plus vous ne cassez rien, que vous faites juste que tomber devant le mec, techniquement, on ne pourra pas vraiment vous en vouloir. En revanche, certains autres comportements prévus par la loi, eux, vous feront tomber sur la coupe d'une sanction pénale, et c'est le cas par exemple de la possession de poison. L'avènement de l'Empire à Rome a amené également son lot de nouvelles institutions. Les empereurs de leur côté ont largement permis le développement de cette justice pénale publique, notamment grâce à un mécanisme qui est celui des rescrits. Les rescrits qui étaient une sorte de question-réponse entre les fonctionnaires et le big boss. Et c'est également sous l'Empire qu'enfin apparaît la possibilité de torturer les citoyens. Et c'est également aussi l'apparition pour la première fois d'une forme d'appel, car les juges reçoivent désormais la délégation de leur pouvoir de la part de l'empereur, empereur qui peut alors connaître des affaires.
pénal. Au IIIe siècle, un degré d'appel va même être rajouté, et c'est cette fois-ci par l'intermédiaire des gouverneurs. Le droit pénal va continuer à muter pendant de longues périodes, et les invasions dites barbares vont également amener leur lot de révolutions institutionnelles, mais également de nouvelles notions. Si les peuples germaniques ont largement repris des concepts romains, ils en ont introduit de nouveaux. Ils ont également fait bouger l'échelle des peines en fonction de leur propre culture. Si l'on prend l'exemple du bannissement par exemple, c'était chez les Francaliens la peine la plus lourde qui pouvait être prononcée en cas du manquement le plus lourd que l'on puisse faire, qui était une atteinte religieuse en fait, à savoir une atteinte aux morts. Les Mérovingiens avaient une conception privée du pouvoir. Aussi, l'implication institutionnelle n'était pas la même que sous la Rome impériale, ni la Rome républicaine. Avec l'avènement des Carolingiens, on a le retour de cette notion d'état public et de nécessité d'asseoir un état public, et ça passe notamment par la justice. Si vous aimez bien la période de Charlemagne, je vous invite d'ailleurs à vous intéresser au Missi Dominici. Mais j'en ferai peut-être une vidéo un peu plus tard. Puis, avec l'avènement de la féodalité, on a de nouveau une espèce de retour à la juridiction privée, qui est la juridiction sénariale, qui va être en concurrence avec la juridiction publique, et qui va être aussi en concurrence avec les juridictions ecclésiastiques. Au fur et à mesure où l'État va regagner son emprise, on va avoir à nouveau un redéveloppement de la justice publique étatique, et à un tel point d'ailleurs que ça en devient ridicule, parce que l'État ne supprime pas au fur et à mesure les institutions qui sont un peu obsolètes, il va en créer des nouvelles, laisser les précédentes. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une superposition de couches de juridiction qui est proprement infernale pour les justiciables, et ce qui entraîne une cascade d'appels qui est souvent tout simplement impossible à suivre financièrement pour la plupart des personnes. Au fur et à mesure, on va voir se créer de nouveaux mécanismes, et c'est notamment le cas du mécanisme des rémissions. Le roi va pouvoir pardonner dans certains crimes, et il va pouvoir tout simplement supprimer ou commuer une peine. De la même manière, ces peines qui vont être infligées par la justice vont aussi varier en fonction de la nature de l'infraction qui est reprochée à la personne et en fonction de la provenance sociale de la personne. Il y a quand même une constante dans l'histoire du droit pénal, c'est la tendance à son assouplissement au fur et à mesure où l'État regagne en puissance. Alors, ça ne veut pas dire que l'État devient laxiste, ça veut simplement dire que comme il gagne en efficacité, comme il a plus de prise sur les personnes, il a moins besoin de l'exemplarité de la peine. Après la Révolution, le 3 juin 1810 est promulgué le Code pénal. Là aussi, il va y avoir un ensemble d'évolutions. On va par exemple introduire en 1824 les circonstances atténuantes et en 1832 la personnalisation des peines. Ces lois vont à nouveau être réformées jusqu'à une refonte plus profonde qui est adoptée en 1992 et finalement qui entre en vigueur en 1994. Bref, vous l'aurez compris, cette vidéo n'est jamais qu'un gros coup de balai sur des notions qui sont bien plus complexes. Tout simplement parce que cette vidéo amorce une petite série de plusieurs vidéos, je ne sais pas encore combien, sur le thème du droit pénal. En octobre dernier, nous fêtions les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. La prochaine vidéo sera donc sur le Nouvel An. Bisous!